Chers collègues, chère Barbara Romanovich, les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques nous rappellent la puissance et la vitesse des phénomènes terrestres avec des conséquences dramatiques sur les sociétés humaines. La difficulté des prévisions illustre aussi l'absolue nécessité de la recherche scientifique pour documenter, anticiper et comprendre les phénomènes géophysiques. Ces séismes sont la conséquence des mouvements de la partie rigide et superficielle de la Terre, la croûte terrestre. Si la théorie révolutionnaire de la tectonique des plaques a fait grandement progresser nos connaissances, nous ne savons que peu de choses sur les courants de convection, dont le rôle est de faciliter la dissipation de la chaleur interne de notre planète. L'intérieur de la Terre n'est pas accessible à l'observation directe, n'en déplaise à Jules Verne, et nécessite des investigations à distance. Mathématicienne de formation, vous avez effectué vos recherches dans de nombreux laboratoires, à l'Observatoire de la Smithsonian Institution de Boston, à l'Institut de physique du globe de Paris, au MIT et pendant une vingtaine d'années à Berkeley, où vous étiez professeur de géophysique. Vous avez développé des nouvelles méthodes plus performantes pour analyser la structure de la Terre profonde. Sous votre impulsion, ces études ont fait un bond en avant avec l'apparition de techniques toujours très performantes de tomographie sismique. Ces progrès sont liés au développement de l'informatique et à la théorie de la propagation des ondes dans une Terre en 3 dimensions composée de milieux hétérogènes complexes. Ainsi, avez-vous démontré l'existence de zones de très forte atténuation dans la partie intermédiaire du manteau, dite zone de transition, que vous avez associées aux points chauds, sources qui alimentent de très grandes régions volcaniques à la surface de la Terre, comme Hawaï, par exemple. Vous avez découvert l'existence de ce type de convection à l'intérieur de la Terre et commencé à les cartographier. Il s'agit là d'une étape fondamentale dans la compréhension de la dynamique de notre planète qui amène à porter un regard complètement nouveau sur son évolution dans le temps. Vos contributions théoriques, car vous êtes une théoricienne hors pair, vous ont permis d'aller bien au-delà des modèles classiques limités au temps de parcours des ondes sismiques. Votre curiosité scientifique vous a amené à sortir de l'intérieur du globe pour élucider le, entre guillemets, bourdonnement de la Terre, un magnifique exemple d'oscillation terrestre faisant intervenir les enveloppes fluides comme l'atmosphère et l'océan. Vous avez contribué au développement des outils de la communauté internationale de géophysique en créant le premier réseau mondial de sismomètres numériques sur Terre et dans les océans, ainsi qu'un véritable système d'alerte au tremblement de terre en Californie du Nord, en collaboration avec le Geological Survey des États-Unis. Lorsque Adam Dzonski, un des plus célèbres sismologues au monde, vous présenta en 2009 la médaille Inge Lehmann de l'American Geophysical Union, il termina sa présentation en disant « In my opinion, Barbara is the most outstanding woman seismologist after Inge Lehmann. » Or, Inge Lehmann avait découvert en 1936 la graine solide à l'intérieur du noyau de la Terre. Le compliment dit long sur la considération qu'il vous porte. Grâce à votre enseignement, le Collège de France est prêt à s'embarquer avec vous pour un nouveau et, je n'en doute pas, passionnant voyage au centre de la Terre. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues et chers amis, mesdames et messieurs, c'est bien sûr un grand honneur d'être ici et d'avoir l'occasion de présenter cette leçon inaugurale et vous présenter quelques éléments de ma discipline. J'en suis fort émue. J'aimerais d'abord remercier Monsieur l'administrateur et tous les professeurs du Collège de France de m'avoir accordé leur confiance
Et j'aimerais aussi dédier cette leçon à mes parents, Zofia et Kazimierz Romanowicz, qui, pour ceux qui les connaissent, savent qu'ils auraient été vraiment très, très heureux de pouvoir participer. La géophysique est un vaste domaine dont on ne peut pas faire le tour en une heure, et donc j'ai dû faire des choix. La première partie de ma présentation sera une introduction assez générale, et la seconde, je me focaliserai sur mon domaine particulier, qui est la sismologie et ses apports à la connaissance de l'intérieur de la Terre. Alors tout d'abord, j'aimerais vous attirer votre attention sur la place très particulière de notre planète dans le système solaire. C'est une des 4 planètes rocheuses et c'est la seule planète à avoir à réunir les conditions de température et de pression qui font que l'eau existe sur la Terre sous ces 3 formes, la forme solide, liquide et gazeuse. Cette eau si nécessaire à la vie. C'est aussi la seule planète qui, aujourd'hui, possède une dynamique, une tectonique des plaques active. Oups, voilà, ça y est, ça commence. Je voulais montrer un film, et donc on repart. Donc, voilà. Donc une tectonique des plaques active. Je ne trouve pas le... Ah, le voilà, ça y est. Voilà. Ah. Donc, et les deux sont liés, sont presque très certainement liés. En effet, la présence d'eau dans les roches change leur comportement en déformation. Il rend la déformation plus facile. L'eau aussi déprime, rend moins fort la température de fusion partielle des roches, phénomène très important pour la tectonique dans les rides océaniques que vous voyez ici et aussi dans les zones de subduction dont je vais reparler. La Terre possède aussi un champ magnétique produit de manière interne. Ce n'est pas la seule planète qui a un champ magnétique, mais le champ magnétique est assez fort pour produire un véritable bouclier autour de la Terre, dans l'ionosphère, dans la magnétosphère, qui permet de nous protéger contre les rayons cosmiques. Ce champ magnétique est produit à l'intérieur dans le noyau liquide formé de fer principalement, et donc par un processus de dynamo. Et l'on pense aussi que la graine solide, donc le centre de la Terre qui est solide et qui est formé de fer plus pur, joue un rôle dans le maintien de la dynamo au cours des temps. En se solidifiant, alors que la Terre se refroidit, la graine croît et elle expelle les éléments légers qui vont donner des courants de convection dans le noyau externe et aider à produire la dynamo, ou à maintenir du moins. Les images récentes des catastrophes naturelles, qui sont le prix que nous avons à payer pour une planète dynamique, nous rappellent l'intensité des forces qui sont en jeu. Pour comprendre ces forces, je vais parler un peu de la partie comment, qu'est-ce qui se passe, et ensuite un peu de la question pourquoi. Alors comment? La tectonique des plaques, bien sûr, qui a fait révolution dans les années 60, est maintenant bien acquise. Je vais la rappeler très rapidement. La Terre est couverte d'une quinzaine de plaques qui sont rigides, qui ne se déforment pas dans leur intérieur, ou très peu, et la déformation est concentrée à leurs limites. Il y a ainsi ces plaques sont d'une épaisseur d'environ 80 km en moyenne. Il y a 3 sortes de limites de plaques où la déformation est concentrée. Les limites où 2 plaques se séparent et de la croûte nouvelle se forme
dans les rides médio-océaniques, comme ici l'Est Pacifique. Les frontières où deux plaques convergent l'une vers l'autre et l'une plaque, en général océanique, plonge sous l'autre plaque, replonge dans le manteau, se recycle. Et enfin, les limites, comme en Californie le long de la faille de San Andreas, où deux plaques coulissent l'une le long de l'autre en des mouvements principalement horizontaux. On voit bien que la sismicité et d'ailleurs la plupart des volcans marquent justement cette déformation aux limites des plaques. Si vous suivez ici, les points noirs représentent la sismicité du monde sur une dizaine d'années. Ce sont les séismes superficiels, ceux qui ont lieu à des profondeurs de moins de 30 km. Les points verts et les points rouges montrent les séismes un peu plus profonds. Il y a des séismes jusqu'à 670 km de profondeur, justement dans les zones de subduction où une plaque plonge sous l'autre. Et on voit bien que cette sismicité nous permet de délimiter les plaques principales. Les séismes récents, dont nous avons tous entendu parler parce qu'ils ont été très destructifs, s'inscrivent très bien dans ce cadre. Ils ont tous eu lieu à des limites de plaques. Pour voir d'un peu plus près ce qui se passe et quelles échelles de temps sont en jeu, nous allons voir ça dans le cas de la faille de San Andreas, donc une faille transformante où une plaque coulisse le long de l'autre. C'est en effet dans ce genre de circonstances qu'on a des observations de surface les plus claires. Donc, nous avons la plaque pacifique qui coulisse, qui va vers le nord, et la plaque nord-américaine qui va vers le sud. Et en bordure, la faille de San Andreas. En certains endroits de la faille, cette faille est bloquée et le mouvement ne peut se faire. Le mouvement se fait sur le reste des deux plaques. Donc, à un moment donné, si nous regardons un objet à travers cette bordure de plaques, comme ceci, au bout d'un certain temps, il va se déformer, mais tout en restant un endroit fixe le long de la faille. Les contraintes et les déformations vont donc se concentrer le long de la faille jusqu'à un moment où elles vont dépasser la résistance des roches, et c'est alors qu'on a le séisme. L'échelle de temps de préparation peut être d'une dizaine ou de quelques centaines d'années, voire milliers. Par contre, le séisme a lieu très brutalement, à une échelle de temps de secondes et de minutes. Il y a donc en jeu plusieurs échelles de temps. L'échelle de temps des séismes, secondes ou minutes, et l'échelle de temps géologique. Le cycle recommence, une fois que le séisme a eu lieu, les contraintes recommencent à se concentrer, et au bout d'un certain nombre d'années, on voit des déplacements, comme ici, une vue d'avion, la faille de San Andreas, on voit le déplacement de cette rivière qui avant coulait directement de l'autre côté. Elle a été déplacée de quelques kilomètres. En des millions d'années, on peut ainsi accumuler plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de déplacement. C'est ainsi que les sismologues, avec cette idée simple, ont pensé qu'ils pouvaient réunir toutes les informations historiques sur les tremblements de terre dans le monde, dans les zones les plus actives, comme le pourtour du Pacifique, les zones de subduction de l'ouest du Pacifique et du sud-est de l'Amérique du Sud, et que, connaissant la vitesse moyenne de convergence des plaques ou de déplacement des plaques l'une par rapport à l'autre, ils pourraient ainsi, avec les données historiques, déterminer les endroits où devront avoir lieu dans le futur, proche ou lointain, les tremblements de terre les plus forts. Cette théorie simple est un peu trop simple. Par exemple, appliquée au cas du Japon, donc au cas du nord du Japon, où la plaque pacifique converge vers la plaque nord-américaine. Oui, c'est bien la plaque nord-américaine qui arrive jusqu'ici au nord du Japon.
Les flèches montrent la convergence, la direction de convergence, et ils ont calculé le déficit de glissement qui est normalisé par année, donc par unité de temps, et donc déterminer les points où on pouvait s'attendre à de très forts tremblements de terre au Japon. En 1300 d'histoire appliquée à cette région, il n'avait pas prévu qu'on puisse avoir au nord du Japon un séisme de magnitude supérieure à 8,7. L'autre chose, il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas prévues de ce séisme catastrophique. Ce qu'on est représenté ici sur la droite, c'est un des modèles de la rupture sur la faille, donc la cassure qui a eu lieu et le déplacement en conséquence qui a eu lieu sur la faille qui s'est activée pendant le séisme du mois de mars de cette année. Et la couleur rouge ici montre l'endroit, la région où le déplacement a été le plus fort. On voit qu'effectivement, ce séisme a eu lieu dans une région où on avait prévu qu'il y aurait un risque de fort tremblement de terre, mais il a eu lieu beaucoup plus loin des côtes. Il a eu lieu beaucoup plus près de la fosse du Japon, ici. Et ce qui, en particulier, n'a pas été prévu et n'a pas été vu non plus par les mesures très précises de déformation sur l'île japonaise qui est actuellement possible grâce au système GPS. D'autre part, les déplacements observés pendant ce séisme atteignent 40 à 50 mètres, ce qui ne s'est encore jamais vu. Donc nous avons encore beaucoup à apprendre sur la façon dont les ruptures sismiques fonctionnent, leur distribution dans l'espace et dans le temps. Il y a aussi des surprises. Je ne pouvais résister de vous montrer une des découvertes récentes grâce à la technologie GPS qui permet de mesurer les déplacements relatifs à travers, par exemple, une bordure de plaque, comme ici une zone de subduction, et qui ont permis de découvrir des événements qu'on appelle les slow slip events, les événements de glissement lent, pour la première fois dans le nord-ouest américain, où il y a une zone de subduction qui est actuellement silencieuse, qui ne s'est pas manifestée. Ce qu'on voit ici, c'est en fonction du temps, en années, le déplacement sur la composante est-ouest de l'enregistrement GPS, en millimètres ici. On voit le déplacement continu qui correspond à la convergence en fonction du temps, donc de quelques millimètres par an, de l'ordre de 5 à 6 millimètres par an dans cette région. Mais on voit aussi des événements quasi périodiques où on a l'impression que le mouvement des plaques recule, c'est-à-dire qu'au lieu de converger pendant un certain temps, ils divergent, comme s'il y avait un petit raccord. En plus, ces événements sont accompagnés de crises de vibrations qui sont des types de séismes très particuliers parce qu'ils sont assez monochromatiques dans leur signal fréquentiel et qu'on appelle les trémors non volcaniques qui ont lieu en même temps que ceci. On a pu localiser l'endroit sur la limite de plaque où ces événements ont lieu et cela a lieu en dessous de la zone qui est bloquée, c'est-à-dire la zone où l'on attend un très fort tremblement de terre. Quand on s'enfonce avec la plaque ici à plus grande profondeur, il y a une zone intermédiaire et un peu plus profond, c'est là qu'ont lieu ces trémors et ces déplacements lents. Jusqu'à présent, on n'a pas d'explication vraiment physique de ce phénomène. On pense qu'il a à voir avec justement l'influence que sont mises en jeu les fluides sur l'interface des deux plaques. Maintenant, parlons un peu du pourquoi. Pour s'en informer, il faudrait
pouvoir aller voir. Mais nous ne pouvons pas vraiment aller voir très profond dans la Terre, puisque le puits le plus profond qui n'ait jamais été creusé dépasse à peine 12 000 mètres de profondeur. C'était dans la presqu'île de Kola, au nord de l'ex-URSS. Et cette tour, qui fait 80 mètres de hauteur, avait d'ailleurs été construite pour tenir au chaud les ouvriers qui travaillaient à creuser ce trou très profond, parce qu'il fait très froid dans la presqu'île de Kola. Mais par contre, bon, c'était un peu assez drôle d'une certaine manière, puisque en fait, ce qui empêche de creuser plus profond, c'est que la température augmente très rapidement en profondeur et qu'elle a tendance à faire fondre les têtes de forage, et donc on n'arrive pas à creuser vraiment beaucoup plus. 12 000 mètres, c'est juste à quelques millièmes du rayon de la Terre, qui fait 6 371 km de rayon, et donc on ne va pas très loin de cette manière. Pour pouvoir aller voir plus profond, il faut faire appel à des méthodes indirectes, des méthodes d'observation à l'extérieur de la Terre qui permettent d'enregistrer des phénomènes internes. Donc, par exemple, l'enregistrement du champ magnétique, qui permet d'étudier en particulier la dynamo et les mouvements à l'intérieur du noyau, l'enregistrement du champ de gravité, aussi bien à la surface de la Terre que par satellite, les enregistrements sismiques dont je vais parler un peu plus, et d'autres mesures. Il faut coupler cela avec des modélisations géodynamiques qui permettent d'essayer de reproduire, soit en laboratoire, soit de façon numérique, les mouvements internes dans la Terre qui pourraient produire le déplacement des plaques tectoniques. Il faut aussi coupler ça avec des méthodes d'analyse des propriétés des matériaux aux hautes pressions et températures qui règnent à l'intérieur de la Terre. Et il faut aussi relier ça avec la chimie qui nous donne des renseignements sur la composition interne et aussi sur certaines informations sur l'âge des matériaux et l'évolution de la Terre. Il faut réunir tous ces éléments et travailler ensemble pour pouvoir résoudre ce problème inverse qui est un problème difficile, des observations incomplètes à la surface de la Terre pour en connaître les processus internes. Alors, pourquoi la tectonique de plaques ? Wegener l'avait proposé au début du XXe siècle. Son traité sur la dérive des continents était de 1915, mais il avait beaucoup de raisons de penser que les continents avaient été un jour, l'Afrique et les Amériques avaient été un jour très proches l'une de l'autre, de la faune, la flore et la géologie en particulier, mais il n'avait pas de mécanisme pour expliquer pourquoi les continents pouvaient bouger. De nos jours, nous acceptons sans problème que ces mouvements sont dus à des mouvements de convection à l'intérieur du globe qui proviennent du fait que la Terre essaie d'évacuer la chaleur interne, et la meilleure façon de l'évacuer, c'est une des façons de l'évacuer qui est très efficace, c'est justement la convection. Une analogie toute simple, c'est quand on met un récipient d'eau qu'on chauffe par en dessous, qu'on met un bouchon dessus, le bouchon va avoir tendance à se déplacer à cause justement des mouvements de convection qui vont se mettre en route avec les particules moins denses, chauffées donc moins denses, qui vont s'élever, et une fois à la surface, elles vont se refroidir et avoir tendance à retomber. Donc, une image aussi un peu simpliste qu'on pourrait avoir de ce qui se passe dans le manteau de la Terre, c'est effectivement que les plaques sont mises en mouvement par des courants de convection
dans le manteau terrestre, le manteau qui est solide aux échelles de la seconde ou même de l'année, mais qui, au cours des temps géologiques, est capable de déformation. J'ai omis de dire que les vitesses de déplacement des plaques sont en moyenne de 5 cm par an. C'est la vitesse de croissance des ongles. Donc, une image simpliste comme ceci, où vous avez les zones de subduction qui sont les zones froides qui redescendent dans le manteau et les courants de convection montants qui vont créer la croûte nouvelle dans les rides. Donc, il faut voir cependant que la situation n'est pas aussi simple dans la Terre parce qu'en fait, il y a plusieurs sources de chaleur importantes. Il y a 2 sources de chaleur principales. Bien sûr, la chaleur primordiale, c'est-à-dire la chaleur acquise par la Terre au moment de sa formation, il y a 4,6 milliards d'années. Et donc, à la fois le noyau et le manteau sont encore en train de se refroidir. Mais il y a aussi une autre source de chaleur qui est en fait au moins aussi importante et qui est la production de chaleur par décomposition des éléments radioactifs, dont une grande partie se trouve dans la croûte terrestre. Ces éléments radioactifs de très longue durée de vie, durée de vie de plus d'1 milliard d'années, et donc certains même plusieurs milliards d'années, et qui donc, au cours de l'histoire de la Terre, continuent toujours à se décomposer. Je dois dire que ces estimations, le flux total de chaleur dégagé est estimé à environ 44 ou 46 terawatts. Le partage entre les deux, on pense que c'est plus ou moins la moitié est produit de manière radiogénique. Ceci va peut-être être confirmé bientôt grâce aux nouvelles mesures par les géoneutrinos, ces particules sans masse qui sont produites au moment de la décomposition des éléments radioactifs. Il y a actuellement des détecteurs de neutrinos, en particulier un au Japon, qui récemment ils ont écrit un article dans lequel ils ont calculé à partir des données qui existent maintenant que effectivement la quantité de chaleur provenant du manteau par décomposition radioactive serait de l'ordre de 21-22 terawatts. Ils ont pu le faire récemment grâce au fait que une des centrales radioactives au Japon avait été arrêtée en 2007 à cause d'un tremblement de terre, et donc ils n'étaient pas gênés par le bruit provenant des détections de neutrinos donc engendrées par les humains. Donc revenons à ce qui se passe dans une cellule de convection. On s'attend à avoir des courants descendants froids, des courants montants chauds. Ceci dans une perspective où le mode de chauffage est surtout par le bas. Lorsqu'il y a du chauffage interne, la forme de ces... dans le cas d'un chauffage par le bas, on s'attend en particulier à voir ce qu'on appelle des panaches, qui sont très bien reproduits en laboratoire et aussi dans des simulations numériques. Ce sont des remontées de courants très chauds et relativement étroits, avec une tête plus large, qui vont s'aplatir quand ils arrivent en haut, à la limite, à la zone thermique limite du haut du modèle ou de la Terre. Ceci, c'est une simulation numérique qui très jolie, montrant comme ces plumes se dressent, ces panaches se dressent du fond de la région où on chauffe par en dessous. On pense, enfin un certain nombre de géophysiciens pensent que ces panaches mantéliques
pourrait être exprimée à la surface de la Terre par les points chauds, qui sont des volcans tels Hawaï, qui se trouvent en plein milieu d'une plaque. Donc ils ne sont pas expliqués directement par la tectonique des plaques, dont la plupart donc devraient être au bord des plaques, mais ils sont en plein milieu. Et aussi, ils sont souvent accompagnés d'une chaîne volcanique dont les âges augmentent régulièrement. Ici, par exemple, les volcans actifs étant ici sur la chaîne de Hawaï, la chaîne de volcans a des âges de plus en plus âgés. Et donc, on pourrait expliquer ceci par ce modèle très simple où un point chaud serait l'expression de surface d'un panache qui viendrait d'une zone limite chauffée par le bas, et donc il serait fixe et la plaque se déplacerait au-dessus, donnant lieu à cette série de volcans. Tout le monde ne partage pas ce point de vue, mais il est certain que pouvoir détecter les panaches dans le manteau est un problème important, en particulier pour la sismologie, qui, comme je vais vous le montrer, est une façon très puissante de regarder à l'intérieur de la Terre, parce que ça permettrait d'avoir une estimation indépendante d'une part de la chaleur qui provient du chauffage primordial, du chauffage depuis le noyau et dans le manteau, et d'autre part, et qui est très important parce que ça donnera des contraintes sur le flux de chaleur à la limite noyau-manteau, qui lui-même contrôle est déterminant dans le contrôle de la force de la dynamo, qui est importante pour la vie. Donc c'est un problème relativement important. Il y a d'autres complications. Il y a des variations de composition chimique et rhéologique à l'intérieur de la Terre, qui sont dues au fait, d'une part, que la structure cristalline des roches, ainsi que leur façon de se déformer, leur propriété de déformation, dépendent de la pression et de la température. La température et la pression augmentent considérablement à l'intérieur de la Terre. Il y a aussi des sources d'hétérogénéité chimique de deux types. Celles qui sont héritées depuis le temps de la formation de la Terre, qui n'a pas encore réussi à brasser, à s'homogénéiser complètement. Et puis aussi des hétérogénéités qui sont créées tout le temps par la fusion partielle aux rides océaniques et dans les zones de subduction. La fusion partielle séparant certains éléments d'autres et donc recréant des hétérogénéités. Les géochimistes nous apprennent, en particulier, que les roches qu'ils échantillonnent dans les rides océaniques, dans les volcans des rides océaniques, comme ici, en bleu, et les échantillons qu'ils trouvent dans les points chauds, ont des compositions isotopiques différentes, en particulier dans leurs éléments traces, ici le néodyme strontium très particulier. La séparation est assez nette, et ceci les a conduits à imaginer ou à proposer que dans la Terre, il y a au moins deux réservoirs de compositions chimiques différentes qui pourraient expliquer cette différence observée dans les laves de ces différents volcans. Et donc, on en vient à un certain nombre de modèles types pour la façon dont la convection a lieu dans la Terre. On peut contraster un modèle de convection qu'on appelle à une couche, qui englobe le manteau dans son entier, et où on voit les zones de subduction plongées jusqu'au fond du manteau, les panaches montés de la limite noyau-manteau ici, entre le gris et le vert, et la surface, et une structure relativement homogène dans tout le manteau. L'autre modèle extrême, c'est un modèle de convection à deux couches, où le manteau supérieur, ce qu'on appelle le manteau supérieur, ce sont les premiers 670 km depuis la surface de la Terre, qui ont des propriétés rhéologiques particulières
et qui aussi correspondent à des formes particulières, de formes cristallines particulières des roches. Donc la limite manteau supérieur, manteau inférieur est considérée comme un endroit qui pourrait séparer une convection qui aurait lieu dans le manteau inférieur sans correspondance avec le manteau supérieur et une autre convection dans le manteau supérieur. Dans ce modèle, les zones de subduction viendraient s'aplatir sur la limite manteau supérieur, manteau inférieur, et les panaches pourraient avoir leur origine à cette limite. Il y a bien sûr des modèles intermédiaires où il pourrait y avoir une région dans le fond du manteau qui ne serait pas bien échantillonnée, qui ne serait échantillonnée que par certains points chauds. Alors, à l'heure actuelle, beaucoup d'efforts dans la recherche sur la géophysique interne vont dans la construction de modèles de convection thermochimique, donc qui fait intervenir à la fois les éléments d'hétérogénéité thermique, des variations thermiques, des variations de la température latéralement et des variations chimiques. Et donc, on fait intervenir toutes les connaissances qu'on a sur la composition, sur l'état des roches, leurs propriétés de déformation, les températures, etc. Donc ici, vous voyez un diagramme montrant, en fonction du temps, depuis 3 milliards d'années jusqu'à maintenant, un modèle qui montre l'évolution de la température, l'évolution de la phase, c'est-à-dire la forme cristalline, et ici l'évolution de la composition. Mais il faut que tous ces modèles, pour être crédibles, puissent aussi expliquer les informations qu'on a à l'heure actuelle sur la composition interne de la Terre. Et c'est là qu'intervient la sismologie. La sismologie est l'une des disciplines qui nous permet d'interroger l'intérieur de la Terre de la manière la plus précise. Ici, c'est juste un exemple de sismogramme. On ne peut pas être sismologue sans montrer un exemple de sismogramme. Donc, un grand tremblement de terre produit à une station qui peut être située à l'autre bout de la Terre, à 10 000 km de distance ou plus loin, toute une série d'arrivées d'énergie que l'on peut identifier avec les trajets parcourus par cette énergie. Il y a les ondes P qui sont les premières arrivées, des ondes de compression qui peuvent arriver directement ou peuvent se réfléchir sur diverses discontinuités de structures à l'intérieur de la Terre, les ondes de cisaillement et aussi les ondes de surface qui se propagent le long de la surface de la Terre et dont l'énergie diminue avec la profondeur. Et donc, là aussi, dans un sismogramme, il y a une richesse aussi du point de vue des fréquences de vibration qu'on peut exploiter. Quand on regarde des enregistrements qu'on appelle de très longue période, donc ici un grand tremblement de terre à une distance de environ 11 000 km, donc le tremblement de terre a lieu ici et la station d'observation à 11 000 km de distance. On regarde sur une période, sur un intervalle de temps ici d'une 14 heures. On voit arriver des arrivées d'énergie qui décroissent avec le temps à cause des propriétés atténuantes de la Terre et de la propriété de géométrie sphérique de la Terre aussi. Et ces ondes, quand on les rassemble et qu'on fait leur analyse spectrale, leur analyse dans l'espace des fréquences, on voit apparaître des pics qui sont donc en fréquence ici de 0,2 à 1 millihertz pour le très fameux et fort séisme de Sumatra de 2004 qui avait provoqué un très fort tsunami, comme vous savez. Et donc, par cet exemple, on voit ces pics. Chacun d'eux correspond à un mode de vibration propre de la Terre. Après un séisme, un fort séisme, la Terre se met à vibrer avec des ondes stationnaires, comme quand on fait vibrer un élastique entre deux points, ou quand on fait vibrer une cloche en lui donnant un impétus.
Et donc, chacun de ces pics peut être identifié, comparé à un modèle de référence, et on en déduit aussi des informations sur la structure interne de la Terre. Remarquez que la complexité de ce pic-là, qui est le pic de la plus longue période de la Terre, le pic fondamental, qui s'appelle 0S2, tous ces pics ont des noms, il est en fait assez complexe, il est composé de plusieurs raies. Si la Terre était complètement sphérique, il n'y aurait qu'une raie. Cette décomposition en plusieurs raies spectrales est due à la rotation de la Terre et aux hétérogénéités de structure, qu'on peut donc étudier à l'aide de ces enregistrements. On peut regarder aussi à des plus hautes fréquences ou à plus courts intervalles. Là, c'est un zoom sur la première partie du sismogramme où on voit apparaître ces arrivées d'énergie qui sont les ondes de volume qui traversent la Terre par l'intérieur et les ondes de surface. Et on peut s'intéresser à juste une partie de cet enregistrement et aligner des enregistrements provenant d'un séisme ou de nombreux séismes à de nombreuses stations, les aligner en fonction de la distance. Donc vous avez ici une façon de représenter les pics et les creux dans le sismogramme en fonction de la distance. Ici, c'est mesuré en degrés d'angle le long de la surface de la Terre, donc ça fait à peu près 8 000 km jusqu'à 18 000 km qui est l'antipode. Et vous voyez ici, sont alignés sur la phase SS qui se réfléchit à la surface, et on voit ici apparaître des phases beaucoup moins énergétiques qui correspondent à des réflexions sur des discontinuités à l'intérieur de la Terre dans le manteau supérieur. Et ceci, c'est leur interprétation. Les sismologues donnent des noms barbares à toutes ces phases. Donc, à l'aide de tous ces enregistrements, on sait en fait depuis longtemps, depuis les années 1950, quelle est la structure radiale de la Terre, la structure en couches concentriques moyennes. Cette structure qui est exprimée par les paramètres que l'on mesure à l'aide des sismogrammes, qui sont les paramètres élastiques, la densité et deux vitesses, la vitesse des ondes de compression et la vitesse des ondes de cisaillement. Il y a une erreur dans cette... Oui, c'est ça, la vitesse de compression et la vitesse des ondes de cisaillement. Ce genre de diagramme est déjà bien établi et doit être confronté avec nos connaissances sur le comportement des roches en fonction de la pression et de la température, qui peut être déterminé en laboratoire grâce aux presses qui permettent à l'heure actuelle d'aller jusqu'aux pressions du noyau et aux hautes températures, pour en déduire la composition possible des roches. Il y a aussi des surprises. Ce diagramme avait été fait dans les années 80 et est à peu près correct, mais on a découvert, il y a quelques années, l'existence d'une nouvelle phase. Une nouvelle phase, c'est-à-dire quand la roche est de plus en plus comprimée, sa structure cristalline va avoir tendance à se modifier en certains domaines particuliers de pression et de température pour s'ajuster à un nouvel domaine de pression et de température. La pérovskite, c'est un silicate de magnésium et en fait de fer qui est le composant principal du manteau inférieur. Il a été montré qu'à la pression de 120 gigapascales et environ 2500 degrés Celsius, qui correspond à la température et à la pression de la base de manteau, cette pérovskite se transforme en une structure qu'on a dénommée la post-pérovskite, structure cristalline un peu différente. Ici, c'est un spectre de diffraction de rayons X qui montre l'apparition de pics supplémentaires dans ce spectre qui correspondent à cette post-pérovskite. Et donc, ce diagramme a dû être modifié et on pense à l'heure actuelle qu'il est possible que la zone qu'on appelle des secondes, qui est les derniers 200 km du manteau et qui a des propriétés un peu différentes des parties supérieures du manteau,
pourrait correspondre, le haut de cette zone pourrait correspondre à la transition entre la pérovskite et la post-pérovskite. Mais passons, jusqu'à présent, cette image était une image de la Terre statique, en couches concentriques. Ce qui nous intéresse, c'est la dynamique. Et là, la tomographie sismique nous apporte des renseignements. Elle va nous apporter des renseignements sur les variations latérales de température principalement, mais aussi, bien sûr, il faut garder à l'idée les variations de composition. Je ne vais pas m'étendre sur cette technique. C'est une technique qui est analogue, qui ressemble à celle de l'imagerie médicale que vous connaissez bien. Je vais simplement vous préciser que ce qu'on observe, ce sont en fait les vitesses sismiques, donc plus lentes ou plus rapides. Il y a des conventions de couleurs, plus lent en rouge parce qu'on interprète ça en première approximation comme étant plus chaud, et bleu, les rapides, on interprète ça comme signifiant des régions plus froides. Ce qui intervient, les progrès de la tomographie sismique et de l'imagerie sismique de manière générale ont été faits grâce à une instrumentation très précise qui a été développée dans les années 70 et qui fait intervenir des instruments très performants, de très large bande, aussi une installation très particulière où il faut les installer loin des perturbations de température et de pression. Et en particulier, ils sont aussi associés avec des enregistreurs maintenant de grande dynamique et donc numériques et envoyés par télémétrie dans des centres de collecte de données. Les installations les meilleures sont dans des grottes, loin des sources de bruit. Je vais donc maintenant passer le reste de mon temps à vous décrire un peu ce qu'on a appris grâce à la tomographie globale sismique de l'intérieur de la Terre. Ce que je montre, ce sont des cartes, donc des coupes à l'intérieur de la Terre, à une certaine profondeur donnée. Ici, nous voyons à 100 km. Ce qu'on représente, ce sont justement ces vitesses sismiques qu'on récupère par méthode tomographique à partir de la mesure des temps de propagation des ondes sismiques différentes. Donc encore une fois, à l'échelle de couleur, ici, en pourcentage d'écart par rapport à un modèle de référence, un modèle en couches concentriques, donc qu'on connaît déjà pas mal. Et vous voyez qu'à cette profondeur, on retrouve bien ce à quoi on s'attend de par la tectonique des plaques. On retrouve les rides médio-océaniques plus chaudes que la moyenne, où donc la croûte nouvelle se forme. On peut comparer cette carte avec la carte de la topographie des fonds marins, où on voit bien apparaître la chaîne des montagnes des rides médio-océaniques, ici sur le Pacifique, l'océan Indien et aussi l'océan Atlantique, bien reflétées dans cette image. Donc voilà pour les rides. On voit aussi dans les zones, en arrière dans les zones de subduction, on voit aussi des zones chaudes qui correspondent aux arcs volcaniques qui sont engendrés donc dans les zones de subduction. On voit les continents apparaissent en bleu, les vieux continents froids, plus épais et plus froids. La lithosphère continentale est en moyenne dans les régions les plus anciennes à 200 km de profondeur, comparée à une lithosphère océanique dans les plateaux de l'ordre de 80 km. Et alors là, c'est dans un mauvais ordre. Je voulais vous dire que les outils qu'on a à notre disposition, ce sont les séismes naturels, donc ils ne sont pas complètement distribués uniformément autour de la Terre. Contrairement à la médecine, nous n'avons pas cette possibilité d'avoir des sources uniformément distribuées. Et grâce à l'effort d'installation de stations sismiques dans le monde entier, vous voyez tout de suite, c'est donc un effort international. Il y a beaucoup plus de stations que celle-ci. Je ne montre ici que celles qui contribuent au réseau global qui est utilisé dans la tomographie globale. Donc 100 km. Par contre, on descend maintenant à 600 km. L'image change
déjà considérablement. On a perdu l'essentiel de la tectonique. Ce qui reste, ce sont ces régions bleues ou froides qui correspondent aux zones de subduction. Ceci continue jusqu'à 1000 km de profondeur. On continue à voir ces zones. Et lorsqu'on fait des études beaucoup plus précises au niveau régional, ici, ce qui est montré ici, ce sont des coupes verticales, donc dans des modèles régionaux, dans des zones de subduction, où on arrive à bien imager les plaques de subduction qui plongent dans le manteau. Et vous voyez que la comparaison de ces images nous donne déjà des informations sur quel modèle choisir pour ce qui est de la convection dans le manteau. Certaines de ces plaques, on a l'impression qu'elles traversent. Ici, ce pointillé, c'est la limite manteau supérieur, manteau inférieur, qui pourrait être une limite importante qui freine ou gêne considérablement le transport de matière vers le manteau profond. Vous voyez que dans cette zone de subduction de l'Amérique centrale, on a l'impression que la zone de subduction continue très profond dans le manteau. Par contre, au Japon, ici, nous avons une situation où plutôt on voit que la plaque s'est couchée sur la limite manteau supérieur, manteau inférieur et a du mal à pénétrer. Et on voit des situations intermédiaires. Ce qui nous montre qu'aucun des modèles extrêmes n'est vraiment le modèle véritable sur la Terre. Mais allons plus profond. Quand on arrive à la base, on compare ici à 1000 km de profondeur et à la base du manteau, la structure change de manière tout à fait drastique. Et quand on arrive tout au fond du manteau, on voit apparaître des grandes structures, des structures de vitesse lente, deux structures antipodales. Elles sont elles sont opposées sur la Terre, à peu près à l'équateur, et entourées d'une zone de vitesse plus rapide, donc zone à première approximation plus froide. On a appelé ces zones les superplumes, et on est actuellement en train d'essayer de comprendre leur nature. Elle nous intrigue beaucoup. On pense qu'il est possible que cette zone bleue représente une sorte de cimetière des plaques plongeantes dans le manteau, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent au fond de la Terre, au fond du manteau. Et par contre, ces zones-là pourraient être l'origine des panaches mantéliques. Effectivement, il y a une corrélation forte entre la distribution de ces anomalies-là et la distribution des points chauds à la surface de la Terre. Mais il n'y a pas que ça, elles sont aussi représentent des variations de composition chimique. On le sait en particulier parce que par d'autres investigations sismologiques, on sait que leurs bords sont très abrupts. Or, si c'était que des variations de température qu'on regardait, on s'attendrait à des transitions plus douces. On peut regarder ces superplumes en coupe verticale maintenant. On regardait des coupes horizontales avant, on en voit une ici. Ici, des coupes verticales, donc ici la limite noyau-manteau jusqu'à la limite manteau supérieur, manteau inférieur. Dans le Pacifique, deux coupes différentes, montrant que la base de ces super panaches est extrêmement élargie et qu'elles se rétrécissent en montant dans le manteau inférieur, et qu'elles correspondent aussi à des anomalies dans le manteau supérieur, qu'on pense aussi à des anomalies de température plus élevées dans ces régions rouges que dans les régions bleues. C'est une imagerie d'atténuation et non de temps de propagation que je n'ai pas le temps d'expliquer en plus de détails. Donc, il est probable que ces structures, dont on ne connaît pas encore très bien la nature, jouent un rôle peut-être un rôle important dans la circulation du manteau. On ne sait pas si c'est un transfert de matière direct entre le manteau inférieur et le manteau supérieur, ou simplement des conditions limites qui chaufferaient, qui induiraient des courants ascendants à la limite manteau supérieur, manteau inférieur. Il y a une autre particularité,
Ici, on regarde les mêmes superpanaches en les réduisant à leur plus simple expression, qui est ce qu'on appelle, on les a filtrés à leur plus grande longueur d'onde, ce qu'on appelle le degré 2, et on les a dessinés ici pour 3 modèles différents provenant de 3 groupes qui font de la tomographie pour montrer que tout le monde est en bon accord, que ces images sont vraiment très stables. On voit ici, c'est ce cercle de vitesse rapide autour de ces 2 zones antipodales lentes. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde la position du pôle de rotation de la Terre en arrière dans le temps et qu'on dessine la position de ce pôle dans les derniers 200 millions d'années, cette position suit les régions donc bleues, là, les régions qui séparent ces 2 superpanaches. Et en plus, ces superpanaches, leur position correspond à une position stable du point de vue des moments d'inertie de la Terre. Donc il est tout à fait possible qu'ils ont été là, comme ça, depuis très longtemps, et qu'en fait, ils ont un rôle important qui influe la façon dont la convection se produit dans l'intérieur de la Terre. Alors ces panaches ont donné lieu à un certain nombre de dessins imaginaires. Voici celui de Courtillot 2003 avec les gros panaches antipodaux et puis des petits panaches dont certains seraient originaires du haut de ces superpanaches et d'autres viendraient directement du manteau inférieur. Nous y avons substitué un dessin peut-être moins esthétique, mais pour montrer l'importance éventuelle de ces zones à la base du manteau, de ces zones certainement à la composition différente et non seulement thermique, qui sont comme des ancres pour la convection de la Terre. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, je voudrais parler très brièvement des perspectives actuelles. Le travail actuel en recherche sur l'imagerie sismique, c'est l'introduction de méthodes numériques de simulation des champs des ondes élastiques dans les milieux complexes qui nous permettent de comparer des sismogrammes observés à des sismogrammes calculés dans des structures tout à fait arbitraires, alors que précédemment, on était obligé de faire certaines approximations qui n'étaient pas vraiment adaptées aux vraies structures dans la Terre. Donc, une méthode, c'est la méthode des éléments spectraux. Et là, je compare les premiers modèles tomographiques ici à 100 km de profondeur des années 80. On avait déjà les grandes structures, mais maintenant, on peut voir ces structures avec beaucoup plus de précision. Et en particulier, on notera qu'avec l'amélioration des techniques, on arrive à voir des informations beaucoup plus précises sur les variations, sur l'amplitude des variations latérales de ces anomalies, donc du plus chaud au plus froid ou du plus rapide au plus lent, qui sont très importantes pour l'interprétation en termes de composition chimique et de température. On a aussi, grâce à ces nouveaux modèles, maintenant la certitude que le modèle de convection proposé, disons très simple, de cellules de convection toutes simples depuis la base jusqu'au RID, ne fonctionne pas ainsi. Les courants ascendants arrivent au centre du Pacifique, par exemple, et sont déflectés dans la zone un peu moins visqueuse qui est l'asténosphère, vers les rides. Donc des précisions sur la façon dont les courants ont lieu dans la Terre. Il y a d'autres paramètres, tels l'anisotropie sismique, qui interviennent également, mais je n'ai pas le temps d'en parler. D'autres avances, ce sont l'exploitation de réseaux sismiques denses, de réseaux sismiques large bande denses, qui sont de plus en plus développés.
Le Japon est un pionnier dans ce domaine. Ils ont un réseau extrêmement dense, plusieurs réseaux d'ailleurs, avec des instruments différents. Et aux États-Unis, il y a le réseau qui s'appelle USARA, qui est un réseau de stations qui reste pendant 1 an dans une partie donnée des États-Unis et qui se déplace progressivement sur quelques années pour couvrir l'ensemble des États-Unis. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le réseau japonais a permis en particulier de suivre de manière très précise ce qui se passe à la limite entre les 2 plaques plongeantes, donc dans la zone de subduction du Japon, et de détecter en haut de la plaque océanique qui plonge une région qui correspondrait à la déshydratation des roches qui ont absorbé l'eau au moment de plonger dans le manteau. Donc, grâce à des techniques qui sont maintenant des techniques qui se rapprochent de celles de la géophysique appliquée, on peut avoir des renseignements beaucoup plus précis sur ce qui se passe et éventuellement répondre à la question de savoir où est l'eau à l'intérieur de la Terre. Il y a dans l'intérieur de la Terre au moins un océan, sinon 2 d'eau incluses dans les roches, non pas comme Jules Verne le pensait, ce ne sont pas des mers intérieures avec des grottes et des stalactites, mais bien une roche sous forme hydratée. Mais actuellement, on essaie de comprendre comment est distribuée cette eau à l'intérieur de la Terre. Je n'ai pas le temps de montrer ceci. Les perspectives actuelles, d'autres perspectives actuelles, de nouvelles techniques d'exploitation non seulement des tremblements de terre, mais aussi du bruit sismique par interférométrie. Lorsqu'on corrèle les enregistrements à 2 stations données, en l'absence de séisme, le fait même qu'il y a un bruit de fond incessant dans la Terre, qui provient essentiellement des océans, permet de recomposer des ondes qui se propageraient d'une station vers l'autre, et donc d'interpréter ces ondes en termes de structure. Ceci est très important pour étudier les régions qui ne sont pas fortement sismiques. Et puis enfin, les observatoires au fond des océans, c'est un défi sur lequel j'ai travaillé depuis au moins 20 ans et qui reste un défi. C'est un défi technologique. Les stations au fond de mer sont difficiles à installer parce qu'elles demandent des gros moyens en bateau. Elles demandent d'avoir des instruments adaptés, des sources d'énergie pour alimenter les instruments et aussi une façon de récupérer les données. Voici un exemple d'installation de stations large bande de type observatoire au fond de la mer, mais pas très loin des côtes, au large de la côte californienne, qui a demandé faire intervenir un bateau, un véhicule piloté du bateau, télépiloté du bateau, et donc les coûts sont très importants. Et jusqu'à ce jour, nous avons des trous dans la distribution des stations que nous aimerions beaucoup remplir avec des observations pour pouvoir avoir des enregistrements sismiques et avoir une vue de la Terre beaucoup plus homogène, beaucoup plus uniforme. Et finalement, comme je l'ai dit, c'est très important que les différentes disciplines qui contribuent à la connaissance de la structure et à la dynamique interne travaillent ensemble. Au cours du temps, elles ont eu tendance à se séparer. Chacune est très complexe, a fait beaucoup a évolué par elle-même avec beaucoup de nouvelles instrumentations, nouvelles techniques, nouvelles découvertes. Mais pour comprendre la Terre, il faut vraiment travailler ensemble. Et à l'heure actuelle, c'est un défi pour vraiment que les sismologues puissent converser de manière vraiment profonde avec les physiciens des matériaux ou les géochimistes, car sinon on est comme
les aveugles et l'éléphant, on ne voit qu'une partie du problème et on n'en verra jamais le tout. Je vous remercie.